Et voilà. Salut Julien. Salut Étienne. Donc, je suis content de te retrouver aujourd'hui. C'est toi qui m'as fait cette proposition d'une vidéo en commun sur le thème de la trialectique, Mhm. qui est un sujet que on explore tous les deux, que mon père a beaucoup exploré et il semblerait que tu sois en train de reprendre ce sujet en l'approfondissant pas mal. Et du coup, tu m'as invité à faire cette vidéo ensemble et ça me fait bien plaisir. Tu veux te dire quelques mots pour te présenter? Alors moi c'est Julien, aussi connu sous le pseudo de Milo sur ma chaîne YouTube et sur mon Discord. Moi je suis thérapeute et en ce moment j'essaye de créer des formations sur la systémie et la pensée complexe et je suis en train de me spécialiser dans ce domaine. Et du coup quand j'ai découvert la trialectique avec Étienne, ça m'a semblé vachement intéressant et j'ai eu l'intuition qu'il y avait quelque chose en fait de vachement plus profond et de vachement plus pertinent pour comprendre en fait la réalité, le fonctionnement des choses sur un plan plus large. Et d'ailleurs, je dirais que c'est l'approche de la trialectique en fait qui m'a poussé à m'intéresser à ce que à la pensée complexe, en fait, à la systémie. Il y a beaucoup de thématiques que j'ai commencé à aborder sur mon Discord et avec des amis en privé et tout. Parce que c'est ce système qui m'a ouvert des perspectives dans ce domaine-là, et notamment parce que ça m'a ouvert aux travaux d'Edgar Morin et à d'autres systémiciens, comme d'autres personnes comme Lupasco, voilà. Et Hmm. moi, j'aurais à cœur en fait de présenter ces travaux-là, parce que c'est des travaux que je trouve vachement intéressants, vachement pertinents, mais qui du coup peuvent être assez difficiles d'accès, assez obscurs et peu intuitifs pour les personnes qui sont pas formalisées, enfin qui sont pas introduites à ce genre de choses. Donc on va dire qu'il y a un coût d'accès qui est assez important. Et moi, ce que j'aimerais, c'est faire en sorte que ce coût d'accès devienne moins important du coup, et trouver des Hmm. moyens, disons, de le présenter d'une manière plus abordable, plus didactique. Et ouais, pouvoir profiter de la puissance de ces concepts sans avoir à se tordre le cerveau dans tous Mm. les sens. Ok. Eh bien, de mon côté, donc moi je m'appelle Étienne. Je me sens être un ingénieur de la structure de l'existence. Donc moi je suis passionné de comprendre la structure de la réalité, comment la conscience fait des expériences de vie. Et je suis le fils de Gérard Gigant qui a constitué un modèle et une méthode trialectique. Et donc j'ai été nourri à ce grain-là déjà à la maison, dans mon enfance, enfin surtout l'adolescence. Et j'ai poursuivi ce travail-là avec l'énéagramme beaucoup, la spiritualité et différentes choses. Je continue de travailler avec des modèles ternaires, même si j'ai arrêté de me servir de la méthode trialectique telle que mon père l'a constituée, l'a enseignée, et je l'ai enseignée avec lui aussi. Voilà, et moi aussi j'ai à cœur de transmettre des choses et de rendre facile d'accès des concepts qui sont puissants. Donc on se rejoint là-dessus. Euh, alors, du coup, on s'est présenté, on a, on a en même temps parlé de nos intentions pour cette vidéo, donc ça donne un peu Mhm. le cadre. Il y a quelque chose qui me vient aussi maintenant que j'y pense, et je pense que ce sera aussi pertinent dans le contexte. Sur ce que j'en ai tiré aussi personnellement, quand j'ai découvert ce système, c'est que moi, ça m'a permis de remettre beaucoup d'ordre dans mon approche de la spiritualité et mon rapport à la spiritualité. C'est-à-dire que Mhm. je me suis rendu compte que j'avais jusqu'ici un rapport à la spiritualité qui était pas mal, qui reposait pas mal, disons, sur une forme comment dire, de visée, d'espèce d'état idéal qui pourrait supposément être atteint avec une sorte de finalité. Et c'est un truc qui était encore assez présent dans mon esprit. Et je dirais que
quand j'ai découvert ce modèle, et c'est quelque chose que j'ai abordé notamment dans la dernière formation que j'ai faite et que je pense que je ferai plus, mais que je ferai sans doute sous une autre forme, hem, de l'hypnomachie à la doxologie. Dans cette formation, en fait, j'ai abordé les conséquences que j'en tirais sur un plan plus spirituel, en fait, de la trialectique, et je trouve que ça m'a permis de remettre beaucoup de l'ordre dans mon approche, parce que ça m'a permis de penser la chose comme une forme de penser le cheminement spirituel comme un processus, déjà jamais terminé, qui n'a pas forcément une visée téléologique précise, qui ne tend pas vers une finalité précise, Mmh. et surtout ça m'a permis en fait d'envisager mon rapport au monde comme une forme de transformation perpétuelle pour revoir les choses différemment, Et vivre oui, de nouvelles expériences. Un ouais. peu comme, disons que c'est passé un peu du film, tu vois? Où il y a une conclusion à la fin avec, une résolution et tout, et tac, à plutôt une série quoi, avec un certain nombre d'épisodes, Ouais. et qui a pas forcément une fin planifiée. Et ça Mmh. m'a plus créé un switch comme ça. Et là, le jeu ternaire qui se joue donc dans cette trialectique, effectivement dans le mode de pensée, dans l'approche, invite à, en fait, à jouer de manière perpétuelle et à se rendre compte aussi qu'on a toujours joué de cette manière-là, même si on le voyait pas comme ça. Mmh. OK, super. Alors, moi, j'ai envie de il y a une chose que je peux apporter aussi à ce qu'on pourrait dire sur la trialectique, c'est la genèse, l'histoire, en fait, ce qui se passait à la maison, chez moi, chez nous, dans la famille, quand mon père, petit à petit, en fait, a développé ces choses-là et a fini par pondre une méthode, qui est donc la méthode trialectique, qu'il a appelée comme ça, et que je trouve assez intéressante, notamment parce que mon père, c'est un personnage un peu atypique. Il a 75 ans cette année, qui est toujours là. Heu et en fait, il était ouvrier du bâtiment. Il a monté une petite boîte, il a fait pas mal de choses dans sa vie, mais notamment pendant les années, où j'étais vivant, son fils, il était, gérant d'une petite entreprise de bâtiment, rénovation, tout corps d'état, et donc il était pas mal sur les chantiers. Et en fait, il a toujours eu un regard méta sur ce qui se passait dans ces chantiers, autant au niveau de la matière et la résistance des matériaux, heu, qu'au niveau relationnel, au niveau argent, au niveau, rêve du client et tout ça. Et du coup, il aimait bien porter un regard méta là-dessus et se demander, qu'est-ce qui se joue dans ces situations au niveau, système, au niveau complexe. Donc il a toujours eu un peu cette fibre de complexité et de pensée, même s'il était, avec les mains dans le gravat, voire dans les fosses septiques, pendant la journée. Et donc le soir, il lisait, des bouquins comme, des penseurs, grecs, des Descartes, Pascal, et cetera. Et donc il arrivait souvent au dîner avec le bouquin qui était en cours, donc il y a ou Lu Pascaud, où on en a parlé un peu tout à l'heure. Heu et puis il nous disait: «Ah, j'ai lu un truc, ça devrait vous intéresser», et c'est toujours des trucs un peu, abstraits, conceptuels, mais il en parlait avec beaucoup d'émerveillement. Il nous disait: «Voilà ce que je lis là et voilà ce que j'en pense et voilà comment je le vois du coup dans la vie, comment ça se joue». Donc moi, j'ai été élevé à ce grain-là, en fait, de, d'une pensée, qui s'appuie sur la pensée des autres et qu'on va croiser ensuite avec notre expérience pour générer des éclairages, des prises de conscience et finalement une vision de notre réalité qui est de plus en plus, subtile, complexe et systémique, c'est-à-dire on voit les choses comme un système. Voilà, et en progressant comme ça, petit à petit, il s'est dit en fait, du coup, il a rencontré, hem, une série de concepts. Et il y a certains de ces concepts qui sont venus le percuter, d'une manière particulière, qui se sont imprimés sur sa conscience. Le premier d'entre eux, c'était l'incomplétude de Kurt Gödel. Donc c'est un concept mathématique au départ et il a lu là-dessus et il s'est dit:
ça, c'est un truc fondamental. Donc c'est ce genre de réaction qu'il a eu. Il s'est dit: «Ce truc-là, c'est fondamental». Ouais, tu veux, Oui, c'est le théorème d'incomplétude dont j'ai déjà parlé plusieurs fois et je pense qu'un certain nombre des personnes qui me suivent sont déjà familières de ce principe. ouais, hem, donc on va pas détailler ce que c'est que ce théorème-là ici, hein, je pense que c'est pas utile. Vous pouvez aller voir sur la chaîne donc de Julien, pour avoir plus de détails là-dessus Et sur Wikipédia. et sur Wikipédia, effectivement. Voilà, donc ça, c'était la première chose. Un deuxième concept qui lui a fait le même effet, c'est le concept d'autoréférence donc là, c'est Emmanuel Kant. C'est à travers lui que c'est venu, mais c'est moins clairement, comme Gödel qui a fait un théorème avec son nom dessus. Mais c'est quand même il a vraiment beaucoup lu, il a vu ce concept-là chez Kant, dans les travaux de Kant. Donc je dirais quelques mots quand même tout à l'heure sur, une petite synthèse des invariants tels qu'on s'en sert dans la triélectique, dans la façon dont mon père s'en servait en tout cas. Je parle au passé parce que il est un peu à la retraite maintenant par rapport à ça, plus ou moins on va dire. Et puis finalement, c'est pas mal resté d'abord entre ces 2 choses-là et finalement il y en a un troisième qui est venu. Il s'est dit: «Ça doit marcher par 3». Il y a un troisième qui est venu et c'est l'indétermination de qui? De Heisenberg. Le principe d'indétermination de Heisenberg qui a été publié sous le nom de principe d'incertitude, mais finalement il a corrigé le mot ensuite, donc voilà. Principe d'indétermination et de la même manière, il s'est dit: «Là, on a affaire à un invariant» et c'est les mots qu'il a gardés. Il s'est dit: «Ça, c'est des invariants de l'existence, du fait que la conscience soit incarnée dans un point de vue, avec des perceptions qui sont du coup, régies par certaines lois» et ces trois concepts-là régissent les lois et donc à la fois les limites et en même temps la marge de manœuvre de, la conscience qui perçoit et qui agit depuis un certain point de vue dans un monde. Donc c'est très abstrait, c'est très englobant, mais du coup, c'est très puissant aussi. Parce que, quand on comprend les choses à ce niveau-là, bah, ça nous permet de comprendre beaucoup mieux, beaucoup plus finement ce qui se joue sur le terrain et notamment donc par rapport à l'historique, il y a, il y a un ternaire qu'il a vu sur les chantiers du bâtiment et qu'il a vu avant de trouver les invariants d'ailleurs, mais ça a fait une sorte de tremplin. Moi, j'ai l'impression que c'est ce ternaire-là qui l'a amené aux invariants, qui a contribué en tout cas. C'est qu'il s'est dit, «Je vois qu'il y a des chantiers que je mène et qui sont réussis et qui, voilà, qui fonctionnent sur tous les plans et ça fait plaisir à tout le monde et il y a des chantiers qui sont des grosses foirades». Et il a vraiment, fait des expériences très diversifiées en termes de qualité de réussite de chantier. Et du coup, il s'est dit, avec son regard méta, il s'est dit: «C'est quoi les ingrédients d'un chantier qui marche bien?» Et spontanément, il l'a cherché par 3. Et là, il s'est dit: «Il y a 3 trucs à mettre en équilibre, c'est le rêve du client, l'argent du client, les moyens financiers, le budget et les possibilités techniques». Il s'est dit: «Il y a une forme d'antagonisme, comme si ces choses-là, si le rêve est trop grand, les moyens financiers vont pas suivre et les moyens techniques non plus. Il peut y avoir beaucoup d'argent, mais un rêve qui est mal positionné ou qui est pas exactement bien conscientisé ou quoi. Enfin, donc d'une manière ou d'une autre, en fait, si ces 3 choses-là sont pas équilibrées et ben, ça pose problème et ensuite il s'est rendu compte que ces 3 éléments-là et ben, coïncidaient très bien aux 3 invariants dont j'ai parlé juste avant: incomplétude, autoréférence, indétermination. Il y avait une correspondance conceptuelle et du coup, il s'est dit: «Maintenant que j'ai les invariants, il doit y avoir moyen
de retrouver à partir de là des ternaires qui sont contextualisés pour une thématique ou une autre. Là, donc là, c'est chantier du bâtiment, mais il s'est rendu compte aussi que c'était plus large que pour ce métier-là. Mais en tout cas, c'est la thématique de peut-être d'un contrat avec un client, pour dire ça. Et en fait, il y a plein d'autres thématiques qu'on peut explorer dans la vie avec l'aide de ces trois invariants et qui permettent de trouver le tabouret à trois pieds qu'il faut qu'on respecte pour que le truc tienne bien debout. Et ça, c'est très précieux. Et donc, on a plein d'exemples de ternaires déjà dans la société qui sont très utiles et très structurants et qui ont été faits en général intuitivement. Et lui, son idée, c'était de mettre en forme des invariants qui permettent de pondre des systèmes ternaires et d'être sûr qu'ils sont bien équilibrés. Parce que quand on le fait intuitivement, parfois il y a deux éléments qui sont proches et le troisième est plus loin. Donc d'avoir un vrai triangle équilatéral à chaque fois, quoi. Est-ce que je te laisse rebondir, je sais pas si tu as une réaction. Oui, oui, bah, du coup, j'ai envie de dire que le principal intérêt, c'est que ça permet de penser les situations, les problèmes, les défis de la vie d'une manière équilibrée et moi, ce qui me semble voir, c'est qu'aujourd'hui, une grande partie des gens font face à certaines difficultés qui semblent insolubles ou insolubles, ou se retrouvent face à des formes de choix cornéliens où ils se sentent obligés de sacrifier une partie de leurs aspirations, une partie des choses qui leur semblent importantes pour arriver à leurs objectifs. Parce qu'ils ont encore beaucoup une vision, binaire des choses, où ils disent: «Bah, il y a cet aspect-là, il y a cet aspect-là et on ne pourra pas avoir les 2, donc il faut en privilégier un par rapport à l'autre» et moi, ce que Mmh. j'ai trouvé très précieux dans les approches ternaires en général, peu importe les formes, mais du coup, c'est tout à fait vrai aussi dans l'approche de la trialectique de Gérard Gigant, c'est que quand on se retrouve dans des situations où on se dit: «Bah, là, je dois choisir entre ça ou ça et je peux pas avoir les 2», bah, ça permet de prendre un moment de recul et de se dire: «Est-ce qu'il n'y a pas un troisième terme qui vient compléter les 2 autres?» Et en général, quand on trouve le troisième terme, on regagne une fluidité qui est beaucoup plus grande parce que Mmh. il y a plus juste 2 termes qui s'opposent, il y a 2 termes qui sont équilibrés par un troisième qui vient nourrir les 2 autres. Et Mmh. même la confrontation, en fait, elle a une fonction, elle est pas là pour rien parce qu'en fait, elle sert le troisième terme et il y a Mmh. des principes de relation comme ça. Excellent. Et je trouve, oui, que c'est très précieux, disons, pour simplement, prendre les problèmes dans toute leur complexité et ne plus se retrouver à chaque fois à devoir, oui, on pourrait dire sacrifier, à devoir se couper d'une partie des choses importantes de la Ouais, vie parce qu'on se dit que c'est le seul moyen d'arriver à ses objectifs. et oui. Donc ça aussi, ça fait partie des choses que j'ai beaucoup entendues au dîner à la maison, c'est sortir des oppositions binaires qui sont des impasses en fait. Et comme tu dis, avec le troisième élément, c'est comme si ça ouvrait la perspective. Et donc, comme tu dis, c'est plus une opposition compétitive, concurrentielle, même si on peut continuer de le voir comme ça, mais ça devient une complémentarité. Voilà, en Voilà, il fait, y a aussi ouais, vas-y? oui, en fait, je dirais que c'est, d'une manière générale, c'est une approche qui, la particularité en fait, on est sur les approches, systémiques, les approches globales. C'est une approche qui va pas te dire: «Dans cette situation, voici ce que tu dois faire, voici la méthode». En fait, si on est en recherche de solutions pratiques, de processus à appliquer, bah, du coup, ça va pas être le bon système. Par contre, ce que ça fait, c'est que déjà, dès le départ, ça permet de bien poser le problème et d'orienter la conscience sur, les bons sujets, Oui, et les bons éléments et une fois qu'on a orienté la conscience sur les bons sujets, les bons éléments, ça fait que tout ce qu'on va faire par la suite, tous les savoir-faire qu'on va appliquer, tous les processus qu'on va choisir et mettre en place et tout, ils seront orientés d'une manière à nourrir cette trame générale et donc mmh, c'est vraiment partir sur les bonnes bases pour que tout ce qui va être construit après soit beaucoup plus, efficient, et oui. agréable, enrichissant. Ouais, on n'est pas au niveau des faits, on est au niveau de la manière dont on regarde les faits. Mmh. OK, et il y a, un autre intérêt à ça qui peut être, vraiment intéressant et dont on parlait avant de commencer l'enregistrement, c'est, la pensée totalitaire, du coup, qu'on peut avoir quand on est dans une opposition binaire et de se dire, «C'est ce point de vue-là, il a raison,
Moi, je défends cet aspect-là du système, et du coup, les autres aspects m'apparaissent comme étant concurrents du mien, et donc je suis en lutte contre eux, comme on peut voir la lutte gauche-droite en politique. Et là, d'amener un troisième élément, ça permet de sortir du coup de cette vision binaire qui amène naturellement une posture totalitaire, où on cherche juste à gagner du terrain sur ce qui nous apparaît être opposé, jusqu'à ce que éventuellement on l'écrase complètement, ce qui n'est pas possible en fait. Et donc avec ce troisième élément, on se décentre et on retrouve une subtilité et une pensée plus complexe au sein de laquelle on se permet de faire exister des choses qui avant étaient, nous semblaient impossibles à concilier, quoi. Comme gauche-droite en politique, ou dans un couple par exemple, on pourrait dire il y a moi, il y a l'autre, et il y a la relation entre les deux, il y a le nous qui est un élément en soi, et, euh, et qui vient faire ce troisième élément. Ok. Oui, d'ailleurs, c'est même quelque chose dont j'avais un peu parlé sur une vidéo de ma chaîne et que j'ai théorisé, c'est que, à mon avis, pour avoir un couple qui fonctionne bien sur le long terme et notamment quand c'est pas juste des relations amoureuses pour se divertir, où chacun fait ses choses de son côté, mais où il y a vraiment l'idée de créer une structure, de peut-être créer une famille par la suite et tout, je pense qu'il faut chercher quelqu'un, en fait, qui est, d'une certaine façon antagoniste avec nous sur un certain nombre de sujets importants. Parce que c'est de cet antagonisme, s'il est bien géré, que vont naître, beaucoup de complémentarité et que quand il y en a un, en fait, qui est un peu trop focalisé sur son mode de fonctionnement et mode de fonctionnement qui risque de nuire à l'organisation dans son ensemble, il y a l'autre, en fait, qui vient faire un peu tampon, qui vient faire opposition pour rééquilibrer la chose. Et en fait, quand on a une vision des relations qui est beaucoup mue par la binarité, par les oppositions, bah, ça crée beaucoup de conflits de couple parce que chacun essaye de tirer la couverture de son côté. Alors qu'en fait, quand on a une vision moins binaire de la situation et éventuellement ternaire, bon, certains le font plus intuitivement, hein, mais quand on a une Ouais. vision plus globale, bah, on essaie de se nourrir en fait des résistances que l'autre nous renvoie. Et oui, ouais, c'est ça, on peut dire, au lieu qu'il y ait moi et le reste, et du coup j'essaye de défendre le moi des attaques du reste, ou des antagonismes, je peux me décentrer et dire, ok, je me vois moi, je vois le reste, et je vois comment la relation que j'ai avec le reste, et je suis capable de me décentrer et de prendre un autre point de vue, et de comprendre aussi l'intérêt de l'autre et son point de vue. Donc ça, pour la paix dans le monde, on pourrait dire, de manière générale, c'est essentiel. Je pense que c'est une nécessité, quoi. Allez, pour pas trop allonger la vidéo, j'ai Mmh. envie de faire une petite synthèse des trois invariants, juste pour qu'on ait quand même deux, trois trucs à se mettre sous la dent, mais sans aller trop loin pour que ça reste une vidéo assez grand public, on va dire. Donc, incomplétude, autoréférence, indétermination. Dans son dernier livre, il a écrit 3 livres, mon père. Il a renommé ça en partiel, partial et parcellaire. Et ça, c'est une bonne manière de décrire les trois. L'incomplétude, ça dit ma perception est partielle. Euh, donc, tout ce dont je fais l'expérience est toujours une chose parmi d'autres. Et de manière générale, pour qu'un objet se détache du reste, il faut qu'il soit limité, il faut qu'il ait des frontières. Donc l'incomplétude, c'est le principe qui dit que les choses ont des frontières, elles ne sont pas tout, elles sont une chose, et du coup il y a des choses qu'elles ne sont pas, et il y a une frontière qui dit là c'est cette chose, et là c'est pas cette chose, et c'est autre chose. Et c'est cette limite qui permet à la chose d'exister. Comme si je disais, moi en tant que personne, je suis limité par la forme de mon corps, et c'est ma peau qui fait ma frontière en fait, en quelque sorte. Et donc c'est mon incomplétude, c'est ce qui fait que je ne suis pas tout partout. Et en même temps, c'est ce qui fait que je suis capable d'exister, du coup, en tant qu'une personne, d'avoir un point de vue. Donc ça, c'est le principe d'incomplétude. Et c'est un peu, dans un thème qu'on explorerait, ce serait la physicalité, la corporalité
de cette chose-là. Donc dans le ternaire dont je parlais tout à l'heure, il y a une mouche qui me tourne autour. Elle Entre le t'impose sa physicalité. Voilà, elle me rappelle, mes frontières physiques. Entre le rêve du client, la technique et le budget, ce serait le budget. Parce que c'est une sorte de dimensionnement du projet au niveau physicalité, possibilité matérielle. Voilà. Le deuxième invariant, c'est alors c'est pas qu'il a moins d'importance, hein, c'est juste c'est dans cet ordre-là qu'on les présente en général. Le deuxième, donc, c'est l'autoréférence à relier à la notion de partialité. Donc, c'est la notion de subjectivité. Ça dit que tout ce dont je fais l'expérience, ça fait forcément référence à moi. Parce que tout ce que je sais, tout ce que je perçois, toute la réalité telle que je me la construis en moi-même, et ben, ça se fait dans ma conscience. Parce que si c'était pas dans ma conscience, j'en saurais rien. Donc, quand je perçois quelque chose et que j'agis, c'est toujours depuis moi, en lien avec ma conscience et du coup mon histoire, ma subjectivité. Et il y a quelque chose là de radical. C'est aussi radical que le premier élément. Je ne pourrais jamais rien dire ou faire ou percevoir sans que ce soit lié à Étienne Gigant et à ma conscience, j'allais dire, à l'intérieur ou derrière Étienne Gigant, qui perçoit les choses depuis ce point de vue-là. Ouais, moi, j'ai envie d'ajouter que, sur Mmh. un plan psychologique, l'autoréférence, ça ramène au principe de projection et à l'idée qu'à un endroit, il n'est pas possible de ne pas projeter. Alors Ouais, après, en général, quand on va dire que quelqu'un fait de la projection en psychologie, c'est parce qu'il est tellement le nez dans le guidon dans son autoréférence qu'en fait, il ne voit plus que c'est de l'autoréférence. Mais d'une manière générale, le fait de ne pas projeter impliquerait d'aborder les choses d'une manière qui ne viendrait pas de nous et ça n'a pas de sens en réalité. ouais, Il y a ouais, de nous dans tout ce qu'on observe. exactement. Et il citait, je sais plus quel auteur, je sais plus si c'est Kant, mais quelqu'un qui commençait toutes ses phrases en disant tout se passe comme si. Pour dire, je, je fais une observation sur ce qui se passe, sur des faits soi-disant objectifs, mais en fait, ce que j'en sais, c'est forcément ce qui s'est constitué dans ma conscience. Et donc, si je veux être rigoureux, je me rappelle toujours que c'est juste tout se passe comme si c'était comme ça. Mais en fait, j'en sais rien parce que c'est filtré par ma perception subjective, sans laquelle il n'y a pas de perception en fait. Donc voilà. Donc ça, c'est l'aspect, dans un système, c'est l'aspect le plus chaud, le plus subjectif. C'est là que du coup, il y a nos filtres personnels, individuels, émotionnels, relationnels. Donc c'est toujours dans un ternaire, l'aspect le plus chaud, dans le sens de le plus émotionnel, le plus humain, c'est l'autoréférence. Et donc dans rêve, technique et argent, et ben là on parle du rêve du client. C'est que tout le chantier s'inscrit dans le rêve du client et qu'est-ce qu'il désire accomplir, obtenir. Donc ça c'est pour le deuxième. Le troisième c'est l'indétermination. Et ça c'est un principe qui dit que les choses ne sont pas déterminées avant que on les regarde. Elles n'ont pas de signification ni même de propriété avant que l'observateur vienne les observer dans une certaine intention. Donc avec incomplétude et avec autoréférence, il y a toujours les trois. Mais là, ça met l'accent sur le fait que on va, on va interpréter les choses en les regardant. On va leur prêter des propriétés. On va dire, ça c'est plutôt comme ci, ça c'est plutôt comme ça. Euh, donc c'est pas le fait de tracer des frontières, parce que c'est l'incomplétude qui fait les frontières entre les choses. L'indétermination, c'est plutôt quelle est la recette que je constitue parmi les éléments tels qu'ils sont circonscrits dans mon paysage. Et notamment l'idée que je vais plutôt mettre l'accent sur tel type d'interprétation des choses plutôt que sur tel autre.
Donc mon esprit va focaliser sur une interprétation au détriment d'une autre, et je peux très bien changer d'interprétation, mais à un instant donné, j'ai un certain angle de vue et un certain agencement dans mon esprit des objets tels qu'ils se présentent à moi. Et c'est comme ça que je détermine la réalité et le sens de la réalité pour moi, au niveau, intellectuel. Donc ça contient une subjectivité, mais on met pas l'accent là-dessus ici. Et donc ça, dans le ternaire de mon père, c'est le côté technique, c'est la technique du chantier, c'est-à-dire, comment j'agence, comment j'architecte, comment j'arrange les choses, pour que les éléments collent bien ensemble dans mon système. Et donc c'est d'abord au niveau perception, au niveau expérience de conscience, comment j'aborde, comment je choisis de regarder. Et ça, on peut en faire l'expérience dès qu'on dans n'importe quelle situation, on peut voir qu'on a une interprétation qui vient, quoi. On dit, lui, il a manqué de respect à cette personne-là, ou lui, il a fait comme ça, il s'est comporté comme ci. Et tout ça, en fait, c'est des interprétations. C'est du focus qu'on met quelque part, et quelqu'un d'autre pourrait mettre le focus complètement ailleurs. En fait, c'est ce Et qu'on pourrait appeler le jugement en communication non violente. C'est, interpréter les faits oui, comme si c'était la seule manière de les interpréter. voilà. Même si dans le jugement, j'entends une notion de bien et de mal, alors pas forcément, mais du coup, là, c'est à préciser qu'on n'en est pas là. Oui, alors C'est ouais. oui, je précise, parce que c'est vrai que tu as raison de dire ça. Le jugement, ce serait, l'indétermination, qui n'a pas conscience d'être indéterminé, alors que l'observation, ce serait plutôt la version saine entre guillemets. Mmh. Oui, voilà. Du coup, ce serait l'observation, la première étape de la CNV où on se met d'accord sur une observation factuelle. Sauf que déjà, quand on observe les faits, comme il y a une infinité de faits autour de nous et d'objets, déjà on va mettre la lumière sur certaines choses qui sont les choses qui nous ont touchés, en fait. Mmh mh. Donc peut-être que l'autre avait pas du tout vu ça, même si on reconnaît tous les 2 que c'est présent. Donc on peut voir comment, notre esprit sélectionne, voilà, c'est l'idée de sélection. Donc ça, c'est les 3 invariants, et il s'est rendu compte que quand on met ces 3 là ensemble et qu'on voit que dans toute situation, dans toute thématique, il y a toujours ces 3 aspects-là qui sont en jeu. Il y a un jeu ternaire, systémique, complexe entre ces 3 aspects-là, et il s'est dit: «Ça devrait être utile», comme ça l'a été pour moi sur les chantiers, de formaliser, de voir quelle est dans cette situation ou cette thématique-là, quelle est la manifestation, représentation de ces 3 invariants qui sont un peu comme des formes, très méta, quoi, très abstraites. Et une fois qu'on voit l'application de ces invariants dans une thématique, et ben ça nous donne le paysage sur lequel on joue, quoi. C'est quoi les 3 piliers, qui sont en jeu ici? Et ensuite, à partir de là, il s'est dit: «En fait, je crois que c'est ma mère, qui lui a dit quand elle a vu ça, elle lui a dit: "Il faut que tu étudies les interactions entre les 3 parce que c'est là que se jouent, des choses importantes"». Et mon père est remonté dans son bureau et il s'est mis au travail là-dessus, ça l'a inspiré, et du coup, il a regardé donc entre incomplétude et autoréférence, comment les deux se rejoignent, comment ils entrent en relation ensemble, et puis entre indétermination et autoréférence, puis voilà. Donc entre les 3, il a regardé en fait, comment ça se croisait et quelle est la friction qui se joue entre les 2. Donc par exemple si je reviens sur mon exemple, entre le rêve et la technique, quelle est la friction qui se joue à cet endroit-là? Entre le budget et le rêve? Et à chaque fois, donc il a trouvé du coup 3 types de friction, et dans chaque thème, du coup, ça se décline d'une manière, différente. Mais du coup, il a formalisé une méthode où on commence par regarder la manifestation des invariants dans cette thématique, et ensuite quelles sont les frictions entre ces éléments-là, donc toujours dans cette thématique, et ça permet de creuser cette thématique, d'aller voir ce qu'elle a dans le ventre,
ce qu'il y a sous le capot, quoi. Et ensuite d'aller voir, on en tire finalement ce qu'on appelle un tir inclus. Donc dans l'opposition, dans ce qui se joue dans cette friction, il va nommer cette friction-là, de sorte qu'il y a du coup des trois frictions, il y a trois éléments qui vont ressortir. Et on s'est rendu compte que quand on passait un sujet, un thème, une problématique à la moulinette de cette observation-là, systémique, complexe, on en ressortait avec une clarté intellectuelle sans précédent, quoi. Comme si le sujet devenait consistant pour nous. Et du coup, au niveau stratégie ensuite, si on veut pouvoir conduire des choix et des actions sur le terrain, eh ben, on a une carte, une cartographie en tête qui est très précise. On a l'esprit clair et on s'assure de ne pas oublier un élément essentiel, de ne pas tomber dans un piège trop gros, quoi. Ça, c'est assez puissant. Il y a quelque chose que j'avais envie de rajouter parce que, on en avait discuté tous les 2 et je crois que ton père l'avait pas vraiment abordé comme ça, mais quand j'y ai réfléchi, ça m'a semblé tellement puissant parce qu'en fait, ça, éclairait la logique de tout l'ensemble de la démarche. C'est, le fait que quand on a trouvé les 3 tiers inclus, donc les 3 tensions et Mmh. qu'on essaye de les synthétiser, de trouver ce qui les rassemble, on trouve un nouveau terme et en fait, ce qui m'a semblé et tu avais l'air d'accord là-dessus, c'est que ce nouveau terme, à chaque fois, il est sous-tendu par un principe que moi je décrivais sous le terme d'actualisation et a priori, le tarot de la création, c'est, on en discutait, c'est aussi quelque chose qui ramène à l'actualisation, c'est-à-dire au fait que le système global va évoluer continuellement et va passer par différentes phases et du coup, Mmh. moi, la conclusion générale que j'en tirais, c'est Mmh. que quand on mène la démarche trialectique jusqu'au bout, ce que ça permet de débloquer, c'est une carte générale qui va, favoriser, l'actualisation de tout le thème qu'on a étudié et de notre rapport à ce thème-là. Pour le dire Mmh. simple voilà, pour le dire simplement, c'est je fais face à certains défis dans ma vie que j'essaie de comprendre et quand j'ai cette carte globale, quand j'ai cette vision globale de la situation, ça va me permettre en fait d'avoir un rapport beaucoup plus fluide, beaucoup plus souple et qui est capable de s'adapter de manière dynamique aux circonstances et aux changements de circonstances. Et oui. Ah merci, j'avais pas vu ça, mais effectivement, ouais, je te rejoins là-dessus. Ça en fait, c'est quand on observe différemment quelque chose et ben ça modifie tout notre système et justement, en fait, ça modifie, là, ça me fait penser à l'indétermination, la manière dont on détermine ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans le système? Puisque je vois plus de choses, je vois plus grand, je vais avoir une interprétation qui est plus riche et ça va mettre à jour la manière dont j'ai envie de me comporter par rapport à cette situation, du coup. Donc ça actualise, comme tu dis. Donc il y a, il y a souvent une critique, que tu as dû entendre beaucoup toi et que mon père a entendu beaucoup et moi aussi avec lui puisque donc il a conduit des formations à la triélectique, et j'ai participé à plusieurs de ces séminaires jusqu'à ce que je le rejoigne en tant que formateur. Et il y a toujours, à un moment donné, quelqu'un qui dit: «Bon, ça c'est très séduisant intellectuellement, mais concrètement, comment on s'en sert, quoi?» C'est toujours le truc qui dit: «Et concrètement, et concrètement, et concrètement». Et ça peut être utile de souligner qu'ici, justement, on se décolle la face du concret pour pouvoir actualiser notre logiciel de perception, pouvoir regarder les choses avec plus de finesse et de subtilité et à partir de là, on va revenir sur le terrain et on va avoir, ça va nous conduire à faire des choix, des observations et conduire des actions qui sont naturellement plus éclairées, plus inspirées. Mais cette méthode-là en soi, elle va jamais dire, comme tu disais en intro, elle va jamais dire quoi faire concrètement sur le terrain. Elle va dire: «Qu'est-ce qu'il faut pas oublier de regarder? Mmh. Comment voir les choses?» En fait, c'est pas concret, ça potentialise le concret. C'est-à-dire que ça permet de ça donne tous les éléments qui, vont permettre la concrétisation une fois qu'on les a.
exactement. Mais d'une certaine manière, ce qui est amusant quand on regarde les choses, c'est que la chose en elle-même n'est pas concrète, mais finalement, quand on n'en a pas une perception au minimum intuitive, au minimum empirique, bah, souvent il y a moins de choses sur le plan concret qui se passent parce que les systèmes sont beaucoup plus bloqués, beaucoup plus rigides. Et oui, c'est ça. Donc Donc c'est cette question qui dit: «Et concrètement?» en fait, c'est un piège. Il y a un Bah, moment où c'est on pourrait l'aborder en fait, avec la logique du moins qui fait plus, de la limite qui permet. C'est que c'est la dimension non concrète qui fait qu'il y a beaucoup plus de concret qui va pouvoir se manifester par la suite. le concret est plus intelligent, plus éclairé. Ouais, effectivement. Puisque on prend conscience du fait que ce qu'on fait dans le concret, c'est issu de comment on regarde la situation. Et ça, souvent, on n'en a pas conscience. On se dit juste: «La situation, elle est comme ça». Et je questionne même pas mes filtres et la manière dont le fameux «comme ça se constitue en moi». Et donc, je vais toujours répéter les mêmes stratégies parce que j'ai l'impression qu'il y a une seule réalité et qu'elle est objective et que du coup, il n'y a qu'une seule réponse logique qui me vient par rapport à ça. Dès lors que je me rends compte que la même réalité pourrait être vue autrement et que du coup, c'est presque une autre réalité, du coup, et ben, la notion d'impasse, là ça ouvre des portes sur les murs, ça. Voir, ça fait tomber les murs, ça reconfigure la maison, c'est donc très utile, dès qu'on s'intéresse un minimum à la stratégie, mais il y a de la stratégie dans tout ce qu'on fait, en fait. Ne serait-ce que comment on conduit nos choix dans le quotidien, comment on parle à notre conjoint, voilà. Bon, c'est pas mal. J'ai envie de préciser aussi que donc moi, je travaillais avec mon père, heu, là-dessus, au moment où j'ai découvert l'énéagramme. Et du coup, alors, c'est un moment aussi où mon père avait il y a pas très longtemps avant ça, il s'était rendu compte qu'il y avait 3 manières d'observer l'incomplétude, 3 manières d'observer l'autoréférence, 3 manières d'observer l'indétermination. Je ne vais pas rentrer maintenant dans le détail de ça. Et du coup, on avait une grille en 9 points. Et quand j'ai trouvé l'énéagramme, ça a tellement bien matché, ces 2 grilles en 9. Du coup, l'énéagramme, c'est un modèle utilisé en tout cas comme un modèle de personnalité, une typologie de personnalité en 9 points. Il y a une correspondance conceptuelle qui est tellement parfaite avec les 9 éléments trialectiques tels que mon père les a constitués et avec lesquels on travaillait, que du coup je me suis dit, cette abstraction, cette puissance d'abstraction conceptuelle va pouvoir enfin rencontrer un modèle empirique, puisque l'énéagramme il y a une très grande richesse de témoignages dans chaque type de personnalité, puisqu'on voit comment on se comporte dans ce schéma-là, un parmi les 9. Et du coup, on peut faire une correspondance entre les concepts et les comportements. Et ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je ne vois pas le bout de la puissance et du potentiel de ce qu'on peut faire à partir de là. Et donc, c'est en mariant ces deux modèles-là qu'est né ce que j'ai appelé la roue de la création, et ce que tu as mentionné tout à l'heure, et qui est un modèle en 9 points, qui est un cycle d'actualisation et d'évolution naturelle d'un système, et qui reprennent parfaitement les 9 éléments trialectiques, avec les 3 invariants. Donc finalement, je continue de développer la trialectique, mais dans un autre langage, et plus proche du terrain, finalement. Et il y aurait d'autres choses à développer sans doute. Compte sur toi, Julien, aussi. Mmh. Oui, Étienne, il est plus, concentré en ce moment sur l'aspect, application et moi je suis plus, concentré sur l'aspect, formalisation et développement de la théorie. On pourrait le présenter comme ça. Ouais, on pourrait dire ça. Du coup, on a des bons échanges aussi sur WhatsApp. Et voilà, peut-être que c'est suffisant pour cette vidéo. Je pense. Ok, donc on espère que ça vous aura plu, si vous vous intéressez un peu au sujet. Donc il y a 3 bouquins. Mon père est plus en activité maintenant là-dessus, même s'il me dit souvent qu'il a le projet de redémarrer, mais c'est plutôt c'est en sommeil. Donc si vous voulez
une formation à la trialectique ou plonger dans les invariants sous cette forme-là, ben, dirigez-vous vers Julien parce que lui, il a cette passion-là de reprendre ça. Là, la formation n'est pas encore prête, mais c'est clairement sur mes prochains projets. Comme je l'ai dit ailleurs, ce que je compte faire avant, c'est déjà faire une formation que je pense que je vais faire relativement courte. Je pensais 6 heures sur 2 jours. Jusqu'ici, j'ai plutôt fait des formations de 12 heures. Là, je pense que ce sera plutôt 6 heures. Je compte faire une petite formation sur une introduction à la pensée complexe et la systémie, parce que je pense que ça permettrait de présenter un certain nombre d'idées de base, un cadre et des concepts qui, à mon avis, seront aidants pour aborder la trialectique par la suite. Donc, c'est comme ça que je compte Ok. le faire. Mais du coup, la trialectique en elle-même, c'est probablement peut-être, je sais pas, dans 2 mois ou quelque chose comme ça. J'ai pas envie de Mais, fixer une date précise, mais clairement, c'est ouais. sur. C'est, Mais du coup, voilà, c'est dans les suivez, fourneaux. Ouais. suivez les travaux de Julien, abonnez-vous à sa chaîne si le sujet vous intéresse, parce que le temps que les gens regardent cette vidéo, ce sera peut-être déjà fait. Mm, Donc, c'est vrai. orientez-vous vers lui pour ce qui est donc de la, de la construction intellectuelle autour de ces concepts-là, la pensée complexe et tout ça. Et puis, orientez-vous plutôt de mon côté si vous voulez des conseils plus pratiques sur comment on peut s'en servir dans le quotidien, puisque ça, c'est la part que moi je creuse en particulier, et notamment la roue de la création. Il y a déjà pas mal de vidéos sur ma chaîne, comme sur celle de Julien d'ailleurs, sur chacun de nos approches de ça. Merci, Merci, Étienne. à bientôt Julien, et à bientôt à tous pour d'autres vidéos. Salut. Allez, salut.